contrebandier le plus étonnant des États-Unis. Des quantités incroyables, du jamais vu. Ce génie a transporté 67 tonnes de marijuana. Ils se prenaient vraiment pour des pirates. Empochant 200 millions de dollars au nez de la DEA. Ah, mais nous nous sommes vraiment fait avoir. Découvrez comment, à Génie du crime, au retour de la pause. Mètres de côte et de port. En 1980, c'était une plaque tournante de... À cette époque, une certaine quantité de marijuana était cultivée dans l'État, mais les grosses importations provenaient de l'Asie du Sud-Est, de la Thaïlande, du Triangle d'Or. C'est le lieu idéal pour les contrebandiers. Et quand on est contrebandier, on cherche un endroit où l'on ne se fera pas remarquer, peu importe la grosseur de son bateau. L'endroit est parfait. L'industrie de la pêche commerciale y est en plein essor. C'était une industrie très prospère dans les années 80. C'était avant l'élevage du saumon. Tout le monde allait pêcher en Alaska, à Puget Sound. Ça bougeait beaucoup. C'est pourquoi l'Agence américaine de lutte contre la drogue, la DEA, est très présente dans ces eaux. C'est la commission de lutte contre la drogue dans le crime organisé qui s'occupe des cas internationaux. Malgré cette haute surveillance, un homme et son équipe effectuent les 2 crimes de contrebande les plus importants de l'histoire américaine. En 1986, ils ont transporté 23 tonnes. Et en 87, 42 tonnes. Une quantité phénoménale de marijuana. En tout, 67 tonnes de marijuana passées au nez de la DEA. Nous avions affaire à une organisation qui était, comment dire, au sommet de son art. Nous estimons qu'ils ont envoyé en Europe un profit de plus de 55 millions de dollars, une fois toutes les dépenses payées. Ils distribuent la marijuana dans tout le pays, puis répartissent l'argent dans des valises qu'ils expédient dans des comptes bancaires à l'étranger, dans leur Learjet privé. Il y en avait à New York, à Londres, dans des institutions financières de Zurich, dans des ports de plaisance du sud de la France. Il y en avait partout sur la planète. Malgré une opération massive pour contrecarrer ses projets, le maître contrebandier Brian O'Dea transporte la plus grosse quantité de marijuana jamais vue dans l'histoire américaine. La question est, comment a-t-il fait? Malgré une surveillance constante des autorités américaines, le génie Brian O'Dea et son équipe empochent plus de 200 millions de dollars en faisant la contrebande de 67 tonnes de marijuana aux États-Unis. Mais comment cet universitaire issu d'une famille aisée a-t-il réussi son coup? C'était en 1985. J'essayais d'abandonner le trafic de drogue et de reprendre le droit chemin. J'ai reçu un appel d'un ancien associé qui m'a dit « Je t'appelle parce que j'ai la meilleure affaire de contrebande de l'histoire à te proposer. » O'Dea apprend que des gens fiables en Asie du Sud-Est ont des tonnes de marijuana à vendre. Mais les décharger ne sera pas une mince affaire. Il décide de courir sa chance une dernière fois. Il forme son équipe. Son premier arrêt, Anna Cortez, dans l'État de Washington, pour rencontrer le pêcheur Tony Franelovich. La famille de Tony était dans l'industrie de la pêche depuis des années. O'Dea comprend rapidement que l'entreprise de Tony, avec ses bateaux et son quai privé, est la clé de l'opération de contrebande. J'entrais et je sortais continuellement du port. J'avais une goélette de 32 mètres qui était parfaite pour l'opération. Je connaissais chaque recoin de la côte. Personne ne me soupçonnerait. Tout le monde connaissait Tony sur la côte, de l'Alaska jusqu'à Washington. Il faisait son travail comme d'habitude. Il pêchait. Tout était parfait. Je faisais comme d'habitude. Je livrais du poisson au quai dans des boîtes. Il y avait un peu de poisson, pas beaucoup. C'était surtout de la marijuana. O'Dea conclut un accord avec Tony, puis passe à l'étape suivante. Il appelle ses bons amis, les frères Schaefer. Pour tout le monde, Bill et Chris Schaefer sont des playboys bien nantis. En réalité, ce sont des contrebandiers qui ont des relations dans le monde entier. O'Dea les convainc d'investir 10 millions de dollars dans l'opération. Pendant que les frères Schaefer distribuent des pots de vin aux autorités vietnamiennes, O'Dea achète les bateaux et l'équipement nécessaire. Le Cathy B était un navire peu stable de 30 mètres utilisé pour l'emballage des poissons. Nous l'avons acheté et équipé pour quelques centaines de milliers de dollars. L'année suivante, nous avons acheté le Stone Bird, sur lequel nous avons beaucoup investi.
Les bateaux ont l'air de vrais bateaux de pêche, mais sous le pont, Audie et Tony convertissent la cale en usine de contrebande. Ils installent des balances, de l'équipement d'emballage et des calculatrices. Puis, Audie et Franolovich embauchent 6 hommes pour occuper le bateau et 6 autres pour manipuler la marijuana. Audie sait que toute fuite serait catastrophique. Il établit donc des règles sévères, confiant à Tony la responsabilité de surveiller l'équipage. Tout le monde était tenu au secret. Personne ne devait être mis au courant, sinon le plan échouerait. Si quelqu'un en parlait à sa petite amie ou à sa femme, il était congédié. Pas le droit de consommer de drogue non plus. Il fallait être sévère, et pour la drogue, c'était tolérance zéro. Nous avions convenu que personne ne prendrait de cocaïne. La coke était une énorme menace pour notre sécurité. Les bateaux et l'équipe sont trouvés. La prochaine étape est de se doter d'un système de communication. Nous devions trouver un moyen de communiquer entre nous par radio, entre bateaux, de la voiture au bateau, d'une maison au bateau et des maisons mobiles au bateau, et de pouvoir le faire jusqu'à la mer de Chine méridionale. Pour les conversations importantes, Audie ordonne qu'on téléphone à partir de cabines publiques pour éviter qu'on retrace les appels. À cette époque, on pouvait recevoir des appels dans une cabine téléphonique. On a dû laisser $10 000 en 25 cents pour chaque transaction. Ils mettent aussi au point un système codé pour les conversations secrètes. Nous nous servions du dictionnaire. Nous faisions comme si nous parlions de pièces qui devaient être vérifiées sur les bateaux. Je regardais dans le dictionnaire à la page correspondant au numéro. Je disais « Vérifie la pièce numéro 1628 ». Donc, page 16, le 28e mot. Les conversations étaient longues, vous vous en doutez. Le système mis en place, Audie s'attaque à la distribution de la marchandise au pays. J'ai acheté les camions en 85, puis j'ai fait appel à des amis, des personnes avec lesquelles j'avais trafiqué de la drogue, et je leur ai fait suivre des cours de conduite de poids lourds. Ils ont commencé à faire la navette sur l'autoroute entre la Californie et l'État de Washington régulièrement pour savoir ce qui se passait sur la route et à chaque lieu de pesée, et pour avoir un aperçu du parcours. La question des camions étant réglée, Audie est prêt à envoyer son équipe en Alaska pour prendre livraison de la première cargaison. Le premier chargement était de 25 tonnes. Nous l'avons transporté de la mer de Chine méridionale en passant par le détroit de Bering, là où le KTB attendait. Nous avons transféré toute la marchandise et nous sommes remontés dans un fjord en Alaska. L'équipe qui travaille sous le pont vérifie si la marchandise ne contient pas de mildiou, la pèse et l'emballe dans des boîtes. Audie pousse l'effronterie jusqu'à coller leur logo de qualité supérieure sur chaque boîte. Pendant que Tony et son équipe sont occupés à remballer la marchandise en Alaska, Audie réalise qu'à la maison, il y a un grave problème qui menace de faire échouer toute l'opération. Un des gars prenait constamment de la coke. Un soir, il est arrivé en limousine avec des prostituées et de la coke. Un cauchemar. Audie sait qu'il ne peut pas lui faire confiance. Il congédie le gars et à coups de pot de vin et de menaces, il lui ordonne de se taire. Une fois ce problème résolu, il donne le feu vert à Tony. Nous sommes revenus de l'Alaska en passant par l'intérieur au Canada, puis de là aux États-Unis et au chantier naval de Leverages. Mais comment peut-on décharger 25 tonnes de marijuana sans attirer l'attention? Si on débarque sur une plage au beau milieu de la nuit et que quelqu'un nous aperçoit, il se dit « ces gars-là font quelque chose d'illégal ». Mais si on décharge notre marchandise comme on le fait normalement, ça ne pose pas de problème. On invitait des gens à venir sur le bateau pour prendre un café, des beignes et des pâtisseries. Ils sont venus, ils nous ont regardé décharger le bateau et aucun ne s'est aperçu de ce que nous faisions vraiment. Par précaution, l'équipe crée même une diversion. Habituellement, nous laissions tomber intentionnellement la première palette sur le quai. Le contenu s'éparpillait et les mouettes volaient autour. Une fois la marchandise chargée dans les semi-remorques, Audie a un autre tour dans son sac. Oui,
Nous laissions un espace assez grand pour recevoir une palette à l'arrière du camion et nous y mettions du cèdre, des bardeaux de cèdre qui permettaient de camoufler l'odeur. En moins de 4 heures, les 5 gros porteurs prenaient la route vers la Californie. La marchandise était vendue sur le champ et nous empochions l'argent. Ça allait comme sur des roulettes. 25 tonnes de marijuana déchargées sans éveiller le moindre soupçon. Mais l'autre cargaison massive de marijuana qui les attend en Alaska leur donnera du fil à retordre. Des cuisses dodues, c'est tout ce que nous sommes. À proie humaine, dès le 13 juillet 21h à Canal D. La contrebande de 25 tonnes de marijuana a rapporté des millions. Audi et son équipe se préparent maintenant à prendre livraison du deuxième chargement de 42 tonnes. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils ont été trahis par l'employé que Audi a congédié. Le délateur avait eu quelques problèmes judiciaires mineurs et pour alléger son cas, il avait décidé de coopérer avec la police. Selon ces informations, il y avait ce que nous appelions le bateau-mer qui devait arriver du Pacifique pour un rendez-vous quelque part dans la mer de Bering au large de l'Alaska. Quand nous avons monté l'opération, nous avions tous des radars de surveillance pour nous permettre d'écouter et de voir s'il se passait quelque chose d'anormal. Nous n'entendions que les autorités locales. Nous n'avions pas accès aux autorités fédérales comme le FBI, la DEA ou l'ATF. Au moment où nous terminions la première partie de l'opération et que nous nous préparions pour la deuxième, nous avons rencontré un gars à San Diego qui s'en allait en prison. Il avait un analyseur de spectres qui pouvait afficher les bonnes fréquences. Alors, nous l'avons emmené. Grâce à lui, nous avons programmé tous nos radars de surveillance avec les fréquences du gouvernement fédéral. Presque tous les contrebandiers font de la contre-surveillance, mais eux étaient des pros. Grâce au radar amélioré installé dans sa voiture, Audi a maintenant accès à toutes les conversations, dont celle de la DEA. Un peu au sud d'Anacortes, le voyant du radar s'est allumé et je les ai entendus parler de suivre la Suburban. J'ai regardé dans mon rétroviseur et j'ai vu la DEA. Alors j'ai pris la fuite et j'ai conduit pendant environ 8 heures pour aboutir à Spokane. J'ai pris toutes les routes de terre et les routes secondaires. Quand je croisais une voiture, c'était un policier. Quand une voiture me suivait, c'était un policier. Il y en avait partout. Finalement, je me suis arrêté pour contacter une de nos maisons fiables à Seattle. Audi sait que c'est sérieux. Il doit avertir Franalovich qui a accosté dans un port de l'Alaska avec le Stormbird chargé de 42 tonnes de marijuana. Nous étions au quai de ravitaillement avec une cargaison de marijuana au beau milieu de la ville. Le premier message que nous avons eu était « Cachez-vous ». Ça n'a fait qu'un tour. La DEA envoie des avions de reconnaissance le long de la côte de l'Alaska. Franalovich doit agir vite. Nous savions que la garde côtière et tous les autres nous cherchaient. Nous avons conduit le bateau dans un fjord et nous l'avons amené sur la terre ferme au creux d'une baie. Nous sommes sortis avec nos CHN et nous avons coupé des arbres. Nous avions aussi de grosses grues à bord. Nous avons recouvert le bateau avec les arbres et les billots de bois. Nous avons pris des filets pour recouvrir le bateau. Il est resté là une vingtaine de jours. Nous avons arrêté toutes les génératrices, coupé toutes les sources de courant et utilisé des poêles Coleman pour éviter toute signature thermique. Nous savions que tout le monde était à nos trousses. Le bateau maintenant en lieu sûr, Audi ordonne à Tony de prendre l'avion pour Seattle pour une rencontre d'urgence avec le financier Bill Schaefer. Pendant ce temps, il embauche un détective privé, un ex-agent corrompu de la DEA, et le charge de découvrir ce que les agents fédéraux savent. Il ne savait pas où nous étions, mais il nous cherchait. Dans un lieu secret, Audi, Tony et Bill Schaefer étudient les possibilités. Les choix étaient les suivants. Balancer la marchandise, ce qui représentait environ 10 millions de dollars de dépenses. Donc, détruire la cargaison et abandonner. On avait le choix entre couler le bateau, le brûler ou le vider de sa cargaison.
Mais ce bateau ne pouvait pas couler parce qu'il était rempli de marijuana. Si on le brûlait, on aurait la garde côtière sur le dos à cause de l'ampleur du feu. Odie dit à ses hommes que son détective a une information précieuse. En dépit de la surveillance, les agents fédéraux n'ont pas réussi à infiltrer le transport routier. Odie et ses hommes se mettent d'accord sur un plan et passent à l'action. Nous sommes allés voir un ami et nous avons pris un bateau que personne ne connaissait. Nous sommes partis de Bellingham et nous sommes montés vers le nord. Pendant ce temps, les gars avaient dégagé le Stormbird et l'avaient amené dans une baie juste à l'extérieur de la partie sud-est de l'Alaska. Ces gars étaient vraiment heureux de voir un autre bateau. Les hommes transfèrent la marijuana dans le bateau. Puis, Odie et Tony pensent à une autre stratégie. Comme ils savent que le quai d'Anacortes est surveillé, ils décident de décharger la marijuana un peu plus au nord, à Bellingham. Mon homme de confiance est parti avec l'autre bateau en direction de Bellingham dans l'État de Washington. C'était tout un voyage. Je suis resté dans le bateau en Alaska pour servir d'appât et je suis resté caché une journée ou deux. Nous avons tout largué par-dessus bord. Les machines d'emballage, les machines d'étiquetage, tout. Nous avons vidé tous les tiroirs des couchettes et passé l'aspirateur partout. Pendant que Tony attend en Alaska, Odie décharge les 42 tonnes de marijuana à Bellingham. Nous avons commencé à décharger le bateau le samedi matin à 6 heures au cœur de Bellingham. À 11 heures, nous avions terminé. Nous avons travaillé très fort. Franelovich prend la mer avec le Stormbird bien nettoyé et se dirige vers les autorités qui le guettent. Nous savions qu'il nous accosterait. J'ai dit à mon cuisinier de préparer le café, de sortir les biscuits et les beignes. Aussitôt que nous avons franchi la frontière, 2 gardes-côtes américains nous attendaient. Mais tout ce qu'ils trouvent, c'est du café et des beignes laissés par Tony et son équipe. Ah, mais nous nous sommes vraiment fait avoir. À ce moment, nous n'avions ni arrestation ni drogue. C'était très naïf de notre part de croire que ça s'arrêterait là. Brian Odie et sa bande ont distribué plus de 67 tonnes de marijuana au pays. Mais cette fois-ci, les autorités sont déterminées à ne pas les laisser filer. Nous avions le sentiment qu'il nous fallait éliminer toute l'organisation. Les autorités visent l'équipage du Stormbird. Nous avons identifié l'un des bateaux de pêche qui servait à transporter la marijuana au pays. Nous avons approché des personnes que nous croyions susceptibles d'être sur le bateau, soit à cause de leur âge, soit à cause de leur lien de parenté. Nous avons procédé au hasard. Nous nous sommes dit, tiens, en voici un qui pourrait peut-être coopérer avec nous. Voici comment ils ont procédé. Ils ont commencé avec le neveu de Tony qui travaillait avec nous sur les bateaux, avec les jeunes qui faisaient partie de l'équipage. Ils ont dit, veux-tu passer 30 ans en prison? Parce que c'est ce qui va arriver. Dénonce ton oncle. Alors ils l'ont dénoncé. Nous étions vraiment tout au bas de la pyramide. Chaque fois que quelqu'un nous donnait une information, il fallait sortir pour la vérifier. Même pour des choses simples. S'ils avaient voyagé à tel endroit, il fallait faire sortir tous les registres de pesée de ce relais routier de l'État de Washington pour chaque camion qui était passé là. C'était vraiment fastidieux et très lent. Odie déménage à Santa Barbara, en Californie. La vie de riche qu'il mène lui fait perdre la tête. J'ai fait une overdose de coke en 1988, à la veille de mes 40 ans, et je me suis retrouvé à l'hôpital. Il fallait que je change de train de vie. Pendant que Odie fait des efforts pour changer de style de vie, les autorités mettent 6 ans à recueillir des preuves contre lui. Je travaillais comme conseiller en réhabilitation pour toxicomanes et alcooliques. J'étais loin de mon ancienne vie. Puis un matin, j'ai entendu des coups à ma porte. Je me suis dit, ça y est, c'est mon passé qui cogne à cette porte. Je suis descendu et 2 gars m'attendaient brandissant leurs armes et leurs insignes. « Vous êtes Brian Odie ?» J'ai répondu, j'aimerais vous dire que non, mais oui, c'est moi. Brian Odie et son complice Tony Franelovich sont accusés de complot visant l'importation de marijuana et sont condamnés à 10 ans de prison.
Et ce n'est pas tout. À la fin de l'enquête, 49 personnes sont traduites en justice, y compris les investisseurs de l'opération Bill et Chris Schaeffer. Ce qu'on retient de ce genre d'enquête, c'est que la plupart d'entre elles sont des personnes honnêtes qui ont été entraînées à faire quelque chose d'illégal pour les mauvaises raisons. J'ai participé à cette opération pour l'aventure. C'était l'aspect le plus séduisant. Ils se prenaient vraiment pour des pirates qui ne faisaient rien de mal. Mais en réalité, ils faisaient quelque chose de mal. Ils ont été impliqués dans un milieu qui est de nature corruptrice. À sa sortie de prison en 1993, Brian O'D déménage à Toronto et se reprend en main. Afin de trouver un moyen de faire vivre sa famille, il fait placer une petite annonce dans un journal. J'ai possédé et géré avec succès une entreprise de pêche. J'avais un avion, une île, une usine et un parc de poids lourds. Simultanément, j'ai participé à la gestion de 120 personnes à travers le monde dans une opération rentable de contrebande de marijuana générant des revenus annuels de plus de 100 millions de dollars américains. Ce que j'ai appris, je connais l'opulence et je sais que cela m'a très peu rapporté dans ma vie.